Donc, avril 1974, je suis à Luang Prabang et c'est le moment de la grande fête de Nouvel An, le Pi Mai. Alors, j'en avais un petit peu entendu parler par des voyageurs, mais j'étais absolument pas préparé à ce que j'allais voir. Pendant environ 15 jours, la ville se transforme totalement. Tout change radicalement. Les habitants de la capitale endormie s'emparent des rues, s'emparent des quartiers, s'emparent des pagodes, de la colline sacrée qui domine le palais royal. Les bonzes sortent en grande procession. Les jeunes filles magnifiquement habillées sortent aussi en grande procession. On libère des oiseaux sur les rives du fleuve, le Mékong. On a des cérémonies qui parfois se déplacent très très loin de Luang Prabang. Je me souviens en particulier le long du Mékong, je crois que c'est vers les grottes de Pak U, des bateaux pleins à craquer qui emmènent des centaines et probablement des milliers de gens pour ces cérémonies-là. Il y a de la musique partout, en particulier dans les rues, il y a du ken, les gens jouent du ken. Il y a de l'alcool partout, dans des bouilloires. Les gens se trimballent avec une sorte de soi-disant whisky laotien dans des bouilloires. Alors on n'a pas le droit de refuser de boire, hein, ils vous donnent à boire. On a le droit de recracher après, mais on n'a pas le droit de refuser de boire. Alors après 4-5 bouilloires, je vous laisse imaginer l'état du gars. Et surtout, c'est la fête de l'eau. Alors tout le monde asperge tout le monde et réciproquement. Il y a aussi les ancêtres de Luang Prabang, les Pugneux Niagneux, qui sont revenus et qui dansent sur une esplanade de temple avec une musique, avec des percussions, avec un rythme très très violent, très jazz, qui ne ressemble pas du tout aux autres formes de musique qu'on entend pendant le Pi Mai. Il y a aussi un grand naga nocturne qui descend de la colline pour aller rejoindre une nagini dans un bassin du palais royal. Il y a des scènes du Ramayana théâtralisées qui sont jouées par certains quartiers de la ville. Il y a des fêtes partout, quoi. Il y a des réceptions au Palais Royal. Alors évidemment, je n'ai pas accès au Palais Royal, hein, on est en pleine guerre. Hein. Mais j'avais un copain voyageur, un Américain, qui était un type assez gonflé, qui m'a dit on y va. Alors moi, je me suis dégonflé, j'y suis pas allé. Lui, il a escaladé un mur du Palais Royal et il a profité de toute la soirée, de toute la réception, etc., sans aucun problème. Pour vous dire, bon, c'est une ambiance qui ne ressemblait pas du tout à la guerre telle qu'on l'a décrite dans les journaux, dans les magazines, etc. Il y avait toujours de grandes ambiguïtés dans la vie, mais pendant le Pi Mai, c'était encore beaucoup plus marqué. Il y avait aussi des fêtes dans les familles, ça je le savais, mais comme voyageur, je n'avais pas accès parce que je ne connaissais personne à Luang Prabang. L'ambiance de la ville est devenue donc d'un coup extraordinairement intense, un petit peu folle. Et il y a même des moments où la fête s'arrête. Alors la rumeur chez les voyageurs, c'était que c'était pour se reposer de faire la fête, mais je crois que c'est plus compliqué que ça, bien sûr. Et par chance, je venais de Bangkok presque directement et j'avais pu acheter des pellicules photos et j'ai pu faire énormément d'images. Bref, je suis littéralement porté par la fête, j'observe, je suis à la fois stupéfait, intrigué et je ne comprends pas grand-chose parce que, une fois encore, je ne connais personne pour m'expliquer vraiment ce qui se passe, je ne connais pas de laotien. Et mes outils intellectuels, hein, que ce soit mes outils littéraires ou mes outils marxistes, m'aident pas du tout, ou pas beaucoup en tout cas. Bien sûr, je fais des recoupements, j'ai des bribes d'informations, j'en note certaines, mais je suis très très frustré par cette incompréhension. Hein.
Et en gros, je me dis, pas grave, quand je rentrerai à Paris, je vais lire tous les livres qui ont été écrits sur cette fête, qui est célèbre dans tout le sud-est asiatique, et je vais enfin comprendre ce qui se passe. Voilà. Une année plus tard, à peu près, un peu plus d'une année plus tard, en 1975, donc après une maladie assez sévère, je suis obligé de rentrer en France. Et après une assez longue convalescence, je décide qu'il est temps de trouver un travail régulier. Et tout en donnant des cours du soir, je passe en 1977 l'agrégation d'anglais dont l'option civilisation venait juste d'être créée. Alors je pensais que cette option civilisation allait me favoriser puisque j'avais commencé une licence d'ethno et puis que je m'intéressais à ces questions. Mais en fait, je crois que ce qui m'a permis d'avoir l'agrégation, c'est plutôt Shakespeare. Bon. Alors j'ai eu un stage d'agrégation d'1 an avec une seule classe en responsabilité à l'époque et donc j'avais du temps, donc je me suis plongé dans Pimaille, d'abord à la bibliothèque du Musée de l'Homme, ensuite à la bibliothèque de la rue de Tournon, qui a déménagé depuis. Et alors là j'ai été stupéfait de ne pas trouver grand-chose. Alors il y avait quelques pages dans un livre grand public de Henri Dédier qui s'appelle L'Ocapala. Il y avait des articles absolument remarquables de Charles Archambault, mais pas, pour autant que je me souvienne, directement concernés par la capitale, plutôt concernés par le sud du royaume, mais j'apprenais quand même beaucoup de choses à lire Archambault. Et il y avait plusieurs auteurs laotiens qui avaient écrit sur le Pimaille et sur le calendrier lao, qui est un calendrier fascinant que j'ai essayé de comprendre pour faire ma maîtrise. Et je ne suis pas sûr de l'avoir compris, mais ça m'a occupé beaucoup de temps et ça m'a beaucoup intéressé. C'est un calendrier lunisolaire avec énormément de subtilité pour aligner les années, pour permettre la culture irriguée du riz en particulier, mais pas seulement bien sûr. Alors, je me suis mis à lire beaucoup de textes généraux sur cette partie du monde, et en particulier Paul Mus, qui m'avait beaucoup intéressé. En 1979, j'ai soutenu ma maîtrise d'ethno à Paris 7, supervisée de très loin par Charles Meyer, avec Robert Jolin au jury. Et alors, Meyer, à Paris 7, il avait été conseiller culturel de Sihanouk, et il nous faisait des cours absolument remarquables, pas du tout théoriques, mais très riches en plans ethnographiques, au plan de la vie politique, au plan de la vie quotidienne, de la vie culturelle, avec plein d'anecdotes tout à fait formidables. Et il nous informait en particulier, sans aucune complaisance, sur ce qui se passait vraiment au Cambodge à l'époque, sous le régime des Khmers rouges. Alors que la presse française donnait des comptes rendus extrêmement flous, extrêmement édulcorés de ces massacres. Meyer nous décrivait donc les atrocités contemporaines des Khmers rouges, mais aussi il les mettait en perspective avec des phénomènes très anciens de déplacement forcé de population en Asie du Sud-Est. Alors c'est des phénomènes qu'on retrouve actuellement en Chine, aussi bien en Chine ancienne qu'en Chine contemporaine, et c'est ce que je suis en train de découvrir en lisant les recherches tout à fait récentes de Katiana Lemantek sur le barrage des Trois Gorges en Chine. Alors, j'avais intitulé au départ mon projet de mémoire Pimaille, fête du pouvoir, et au final, dans la version finale, j'avais rajouté un point d'interrogation à ce titre. Parce que, en fait, au fur et à mesure de mes recherches, j'avais été amené sur d'autres voies que celles que j'envisageais au départ. Le pouvoir, à l'époque, c'était un pseudo-concept à la mode, très à la mode, et qui était à la fois à la mode chez les marxistes et chez les Foucaldiens. Alors, un petit peu comme l'identité aujourd'hui. Si mes photos m'ont été très utiles, mes notes étaient grandement insuffisantes et les sources publiées aussi étaient insuffisantes. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai bricolé avec les informations que j'avais. Donc le calendrier a été une grande partie de mon travail, on va dire, je ne sais pas, peut-être un quart de mon travail. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail sur Pimaille, ça a été la dilution de ce concept flou de pouvoir dans autre chose de beaucoup plus juste, à mon avis, c'est des interactions extrêmement complexes d'une
palette d'acteurs qui est absolument immense. Ça va des animaux, alors donc, y compris les éléphants, le royaume du millier d'éléphants, mais les oiseaux aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, les personnes, alors toutes sortes de personnes, j'en ai parlé aussi, des collectifs qui sont des collectifs très très différents. Par exemple, il y avait des collectifs de l'école normale de Luang-Prabang, ils étaient tous recouverts de peinture verte et ils avaient une place dans les cortèges tout à fait amusante, vivante. En plus, c'était des gens souvent qui parlaient français, qui étaient très sympathiques. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Les divinités, bien entendu, tout un tas de divinités, y compris les ancêtres Pugneux-Gnagneux, qui ne sont pas du tout, comment dirais-je, en harmonie totale, apparemment en tout cas, avec le bouddhisme qui domine. Alors ces interactions se déployaient souvent en dimension et en dynamique spatio-temporelle. Et là, je pense que l'influence de Paul Mus a été grande dans l'interprétation de ces dimensions spatio-temporelles de la fête. Alors ça ressortait bien sûr du calendrier, mais ça ressortait aussi de l'étude de la succession des actes. J'avais des dates assez précises pour les photos, donc je pouvais reconstituer assez bien ce que j'avais vu pour cela. Et en particulier les dates des processions et de toutes les performances diverses, comme on dit aujourd'hui, en relation avec les quartiers, en relation avec les pagodes de la ville, en relation avec son centre qu'est le palais royal, et en relation avec les orients, et bien entendu certaines pagodes sont liées à certains orients, etc. Et ça m'avait vraiment accroché et j'avais l'impression d'avoir trouvé des trucs. Il y avait une autre chose, c'était la fête de l'eau, et en étudiant les diverses formes de circulation de l'eau, il y avait beaucoup de choses à trouver sur les relations en particulier entre ceux qui jetaient l'eau et ceux qui recevaient l'eau. C'était tout à fait intéressant. Donc il y avait là des logiques, des cohérences, donc j'ai pu étudier certaines seulement parce que je manquais de documents. Mais ça m'a véritablement bien accroché, on va dire. Alors je voudrais revenir sur Paris 7, où j'ai fait ma licence et ensuite cette maîtrise dont je viens de parler sur Pimaille. C'était un département d'ethnologie fondé par Robert Jolin quand il s'est opposé frontalement à la forme de structuralisme de Lévi-Strauss. Alors ça paraît-il, était d'abord un département pirate, entre guillemets, ça allait bien dans l'ambiance de l'époque, puis ensuite, à l'époque où j'y étais, c'était un département institutionnalisé à Paris 7. On y prenait généralement une attitude ultra critique, comme c'était la mode à l'époque, et à mon avis, Paris 7, c'est une des inspirations du postmodernisme en anthropologie. On y croisait des étudiants américains. Bon, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais c'est plutôt un feeling que j'ai. Pour moi, le fait d'avoir commencé mes études de licence puis de maîtrise d'ethno à Paris 7, ça signifie une chose, ça signifie que j'ai d'abord eu une vision critique, même ultra critique de l'anthropologie. Certains même parlaient d'anti-ethnologie à Paris 7. Ça correspondait très bien à mes inclinations intellectuelles, mais voilà. Alors c'est beaucoup plus tard que j'ai vraiment appris mon métier d'anthropologue, et c'est avec Daniel Decopé et au sein de l'équipe Erasme du CNRS que j'ai vraiment appris mon métier d'anthropologue. La perspective critique n'a jamais complètement disparu. Alors toujours à cette époque aussi, j'allais aux cours du Collège de France et surtout aux cours de Roland Barthes et de Michel Foucault. Et beaucoup plus brièvement, j'ai suivi les cours de Lévi-Strauss. Alors Lévi-Strauss, j'ai pu suivre ses cours qu'une année sur la notion de maison, parce que mes horaires au lycée ne me permettaient pas d'assister à ces cours. Barthes et Foucault s'arrangeaient pour avoir des horaires qui permettaient aux profs de venir à leurs cours. J'ai suivi aussi quelques cours de Bourdieu. Alors beaucoup plus tard, je suis allé au cours de Lucien Bernot, qui a été mon premier directeur de thèse. Et Bernot nous parlait, alors il nous parlait de ses cours, mais il nous parlait aussi parfois de Van Gennep et des conditions absolument misérables dans lesquelles Van Gennep avait vécu à la fin de sa vie. Et c'était tout à fait émouvant, j'ai trouvé à l'époque.
Mais ce n'était pas très encourageant non plus pour s'orienter vers l'anthropologie. Alors, les racines de ma vocation d'anthropologue, je crois que je viens d'en parler de manière un peu diffuse. Il y a de nombreuses racines à cette vocation d'anthropologue. C'est une vocation assez tardive, j'ai soutenu ma thèse à 40 ans. Bon, question racines, c'est un vrai palétuvier. Alors, en premier, il y a l'engagement politique de mes parents, il y a leur regard critique sur leur monde, et le monde en général, et en particulier, il y a eu l'engagement anticolonial, féministe, social de ma mère, qui a longtemps milité au MRAP. Ensuite, il y a eu l'apprentissage de l'allemand, d'abord, puis de l'anglais, et alors les découvertes associées, découverte des pays, découverte des littératures, ça c'était, je crois, très important aussi. Mes voyages ont été très importants, avec cette chance que j'ai eue de vivre ce que nous, anthropologues, nommons l'ethnographie. En fait, j'ai vécu des morceaux d'ethnographie comme ça, dans plein de régions différentes, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud aussi, bien sûr en Inde très longtemps, en Océanie plus tard. Et puis à Berlin, il y a eu de nombreuses visites au musée de Gerkorr à Dahlem. Et en particulier, j'ai eu une sorte de coup de foudre pour la célébrissime salle des bateaux océaniens et aussi pour la vitrine des Malangas. Il y avait aussi à Dahlem des fiches techniques dans certaines vitrines que j'ai toutes conservées, certaines en anglais mais la plupart en allemand. Et à l'époque, elles ne coûtaient que quelques pfennigs. Je me demande même si elles n'étaient pas gratuites au tout début. Et je m'en suis beaucoup servi pour mes cours du Master Muséo à Strasbourg, longtemps après, en expliquant à mes étudiants, voilà, s'ils avaient la possibilité de faire des choses comme ça, c'était vraiment tout à fait extraordinaire. Alors comment j'étais allé au musée de Dahlem? J'étais allé au musée de Dahlem parce que j'ai toujours été très attiré par les formes d'art un peu exubérantes, un peu baroques, et que je savais qu'il y avait un tableau de Jérôme Bosch, et qu'à cette époque, dans le musée de Dahlem, il y avait une partie qui était galerie de peinture et une partie qui a été déplacée ensuite, je ne sais pas quand, et une partie musée d'ethnologie. Et donc, je suis allé voir, je crois que c'était La Nef des Fous de Jérôme Bosch, et puis, évidemment, je suis allé voir les salles sur l'Asie, et puis j'ai traversé la salle sur l'Afrique, et je me suis retrouvé dans la salle d'Océanie avec une espèce de choc. Je ne savais pas du tout grand-chose sur l'Océanie, et je suis retourné très très régulièrement dans ce musée. À chaque fois que j'allais à Berlin, et j'allais assez souvent à Berlin. Alors, bien entendu, une autre racine de ma vocation d'ethnologue, c'est le travail sur Pimaï au Laos. Et il y a aussi quelques livres d'anthropologie qui m'ont vraiment particulièrement accroché. Tout au début, quand j'hésitais encore, faire des recherches en histoire des idées, faire des recherches en économie, faire des recherches en sciences politiques. Je n'étais pas du tout tenté par travailler dans un département d'anglais comme enseignant-chercheur, parce que ça obligeait à être soit 16e, 17e, 18e, 19e, etc., etc. Et alors ça, c'était vraiment quelque chose qui m'était complètement étranger. À la rigueur, j'aurais été 20e, mais ce qui m'intéressait au XXe siècle, à l'époque, ça n'intéressait personne. Je crois que ça a beaucoup changé aujourd'hui. Alors, les textes qui ont contribué vraiment à me faire basculer vers l'anthropologie, je pense surtout les 2 volumes du Geste et de la parole de Leroi-Gourhan, un livre bien différent, Tarap, de Corneille Geste, avec de magnifiques photos et des textes vraiment très intéressants. Desana, Rachel Dolmatov, Homo Hierarchicus de Dumont, et bien sûr La Société contre l'État de Pierre Classe, qui est resté un grand classique, à peu près le seul livre d'ethnologie que vous trouvez partout en France. Quand vous allez dans n'importe quelle librairie, vous trouvez un seul livre d'ethnologie, en général c'est La Société contre l'État. Alors je voulais en fait faire une thèse avec Classe. Moi j'avais aucune idée de quelles étaient les exigences pour diriger une thèse, etc. En plus, Classe est mort très jeune, donc je n'ai pas fait de thèse avec Classe, bien entendu.
Mais j'avais la possibilité de vivre dans de bonnes conditions grâce à l'agrégation. J'avais un emploi du temps raisonnable, même si je travaillais à l'autre bout de la France. Et ça me permettait d'envisager donc de faire une thèse. Mais alors, ma question, c'était où faire du terrain ethnographique, puisque le Laos était fermé. Et la presse disait que Pimaï était interdit. Et effectivement, Pimaï était interdit pendant quelques années. Il a été autorisé ensuite. Et de longues années après, j'ai eu la possibilité de lire les articles de mon ami Jos Plattenkamp, qui a travaillé au Laos et qui a travaillé sur le Pimaï, qui a travaillé sur la course des pirogues, etc., en contexte communiste et avec les transformations apportées à tous ces événements qui sont aussi largement devenus des événements touristiques aujourd'hui. Alors, j'ai fait, à cette époque, enfin à partir de 1980, un long voyage en Océanie, ou plutôt un voyage vers l'Océanie, parce que je suis aussi passé en Asie, je pouvais difficilement envisager de ne pas passer vers l'Asie, puisque j'avais pris un an de congé. Et c'est ce voyage en Océanie qui a achevé de me décider à travailler dans cette partie du monde. Donc, le Laos, que j'avais tant aimé, était toujours fermé. Et je suis parti, et à un moment, je me suis retrouvé avec ma compagne de voyage, Isabelle Bril, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où nous avons voyagé en transport en commun, en stop, et même en avion stop, 2 fois. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Et je dois dire qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mes pratiques de voyageur en Asie se trouvaient mises vraiment à rude épreuve. Hein. Alors par la violence des rascals en particulier, par la rareté de la nourriture dans les villages, par la quasi-absence de ces petits hôtels qu'on trouve absolument partout en Asie et qui font de l'Asie une sorte de paradis pour les voyageurs, en particulier pour les voyageurs pauvres. Et voilà. Alors nous sommes allés dans les Highlands et nous avons fait des séjours en pays Foy où j'ai rencontré brièvement Jimmy Wiener et en pays Maring. Alors, c'était à la fois donc très difficile sur le plan du voyage et absolument passionnant quand on arrivait à vraiment rester dans les villages et à discuter un peu avec les gens. Alors, par exemple, en Pays Foy, l'architecture des villages, hein, avec les maisons longues, et puis alors les maisons des femmes, entre guillemets, de chaque côté ou d'un côté, et puis les maisons qui sont installées dans les jardins, hein, qui permettait à quelqu'un comme moi qui était un peu intéressé par les aspects spatio-temporels des sociétés, d'avoir une première lecture des relations sociales. Hein. Alors, Jimmy Wiener a beaucoup plus tard écrit un livre absolument formidable, The Empty House. Je pense que c'est son meilleur livre. Alors lui parle non seulement d'architecture, bien entendu, il parle aussi des chemins qui sont très importants partout en Océanie, et ce que je ne savais pas à l'époque, ce que j'ai découvert en Nouvelle-Calédonie. Toutes ces inscriptions d'architecture, etc., il les développe comme seul un anthropologue de terrain qui est resté vraiment très longtemps, qui parle la langue, etc., peut le faire, évidemment, pas comme un voyageur qui reste 1 ou 2 semaines dans un village peut le comprendre. Alors, lors de ce voyage, j'ai eu la chance de lire Pigs for the Ancestors de Roy Rappaport et The High Valley de Kenneth Reed. Je crois que c'est des livres qui étaient soldés quelque part. Et alors ces 2 textes aussi ont contribué à ma vocation, d'autant plus que je me suis retrouvé par hasard en pays Maring, là, à proximité de l'endroit où Rappaport avait travaillé. Alors, une de mes idées pour une thèse, après, ça avait été reprendre le matériau de Rappaport, mais non pas dans sa perspective ethno-écologique du début, hein, mais dans une perspective complètement différente d'analyse des cérémonies. Alors, Rappaport a fait ça lui-même de manière brillantissime, évidemment, et ça culmine dans son dernier livre, son livre de 99, qui est un livre tellement important pour la compréhension des cérémonies et des rituels. Bon, ensuite, je suis parti pour les Salomon, je suis allé à Guadalcanal, je suis allé à Malaïta, mais alors j'avais attrapé une très forte malaria en Nouvelle-Guinée, et alors la succession des crises, pratiquement tous les jours, m'a obligé à partir
au bout d'une dizaine de jours, d'une quinzaine de jours. Et donc je suis arrivé à Brisbane où j'ai retrouvé un ami que j'avais rencontré au Laos quelques années auparavant, un ami voyageur australien, Mike MacDonald, qui est hélas décédé quelques années après. Et donc c'est à peu près un an après le retour de ce voyage que je décide de faire une thèse.